Bienvenue dans les Alpes françaises pour cette deuxième étape du Swatch Freeride World Tour 2012. Une fois de plus, les meilleurs freeriders de la planète sont réunis et vont s'affronter sur les plus impressionnantes montagnes pour couronner l'un de leurs champions du monde. Pente raide, gros sauts de barre et grosses sensations, c'est ce qui attend les skieurs et les snowboarders. Et cette année, la compétition risque d'être féroce. Avec 6 étapes autour du globe, il y a de quoi faire pour s'imposer et le titre est encore à gagner. La première étape de Revelstoke en Colombie-Britannique a malheureusement vu le Français Aurélien Ducrot, champion du monde en titre, s'enfoncer dans les profondeurs du classement, victime d'une chute en fin de run. Cela a ouvert la porte au petit nouveau du circuit, l'Américain Oakley White Allen, qui s'est offert une seconde place sur cette première étape grâce à une belle ligne bien fluide. Le brouillard et une lumière plate ont rendu cette journée à Revelstoke particulièrement difficile pour les snowboarders. L'Autrichien Flo Orlet, tout près de remporter le titre en 2011, n'a pas réussi à bien replaquer ses sauts et a terminé sa journée loin dans le classement. Le chamoniard Jonathan Dutz charlait à lui lâcher les freins et envoyer un des runs les plus spectaculaires. Mais la véritable révélation a été l'Américain Ralph Backstrom qui a ridé très fort dès le départ en replaquant 2 sauts et une double barre à grande vitesse pour finalement s'emparer de la première victoire du circuit. Les Américains, avec des victoires en ski et en snowboard, ont fait forte impression à Revelstoke et ont forcé les Européens à s'interroger en ce début de saison. Alors que le décor est planté, nous nous dirigeons maintenant vers Chamonix-Mont-Blanc pour la deuxième escale du Freeride World Tour. Nichée dans une vallée à l'ombre du Mont Blanc, Chamonix est une ville chargée d'histoire. C'est elle qui a accueilli les premiers Jeux Olympiques d'hiver et elle est connue comme le berceau du ski extrême. C'est sous un important manteau de neige lourde fraîchement tombé que le Tour débarque avec 37 des meilleurs freeriders au monde. Leur classement sur la liste de départ est simplement dû à leur chance lors du tirage au sort des dossards de la veille de la compétition. Cette grosse quantité de neige est une excellente nouvelle pour tous ces accros à la neige fraîche, mais cela soulève cependant des problèmes de sécurité pour le directeur du Freeride World Tour, Nicolas Elwood. L'équilibre idéal pour une compétition de freeride est d'avoir de la neige poudreuse, mais stable, et d'être encadré par des guides de haute montagne. C'est aussi d'avoir une visibilité parfaite, de sorte que les coureurs puissent skier dans les conditions parfaites. Compte tenu des mètres de neige fraîchement tombés à Chamonix et des prévisions météo médiocres, cette équation est d'autant plus délicate à conjuguer. Il faut être flexible pour pouvoir rassembler toutes ces conditions, mais c'est l'essence même du freeride. Nous jouons avec la nature et nous devons nous adapter. Vous avez besoin d'être réactif, vous devez savoir comment réagir et ensuite avoir des scénarios, les mettre en œuvre en fonction de la météo. Pour ce type d'événement, les organisateurs s'appuient sur la précieuse expérience de guides de haute montagne pour les aider à tracer un plan de sécurité et ainsi réduire les risques de blessures graves. Donc sur une compétition comme ça, vu le niveau des skieurs et ce que peut attendre l'organisation, nous le rôle des guides c'est de choisir les pentes en fonction des conditions de neige du moment. Donc là on est un peu dans une situation particulière puisqu'il a neigé hier, il a neigé un gros paquet, près d'1 mètre suivant les secteurs. Ce soir on va attendre l'hélicoptère et on va imposer certains points d'explosifs pour faire partir, en tous les cas être sûr qu'il n'y ait pas une plaque avant, surtout dans les zones exposées au-dessus des grosses barres. Et le reste, on va essayer quand même de laisser le plus vierge possible pour que les skieurs puissent profiter au mieux de cette belle neige qui vient de tomber. Une fois le déclenchement préventif d'avalanche effectué par hélicoptère et le manteau neigeux jugé stable, le feu vert est donné à la compétition.
Cependant, la sécurité incombe également à chaque rider et à l'équipement qu'ils emportent avec eux en hors-piste. Il se compose d'un appareil de recherche de victimes en avalanche, qui peut être utilisé aussi bien comme une balise et comme un localisateur, mais aussi d'une pelle et d'une sonde pliable. Utilisés correctement, ces outils sauvent des vies en cas d'avalanche et assurent que les riders peuvent être retrouvés ou peuvent localiser l'un des leurs. Nous allons faire une recherche à Arva et recevoir un briefing de sécurité sur les avalanches. Nous sommes toujours équipés de ce matériel, mais c'est toujours bon de s'entraîner aussi souvent que possible. C'est bien de connaître ce genre de choses par cœur pour ne pas avoir à réfléchir en cas de pépin. L'équipement de sécurité nécessaire sur les compétitions est sensiblement le même que pour toutes les journées de ski hors piste. En ce qui me concerne, je porte bien sûr un casque, une protection dorsale et je suis toujours équipé de mon émetteur et de ma sonde et d'une pelle. Tous les coureurs sont habitués à rider tous les jours avec ce genre de choses. Cela ne nous dérange donc pas le jour de la compétition, nous y sommes tellement habitués. Par contre, si je ne l'apporte pas, je me sens extrêmement nu. Malheureusement, rien ne servira plus le concept de sécurité qu'un mauvais accident en montagne. Le skieur autrichien Stefan Hössl a servi d'exemple lorsque, lors de l'épreuve finale du circuit 2011 à Verbier, il s'est un peu trop enflammé et est allé finir sa course à grande vitesse dans un champ de cailloux bien raide. In Verbier bin ich den ersten Sprung sehr gut gelandet, hatte zwar viel Tempo, À Verbier, j'ai très bien replaqué mon saut. Je skiais vite. C'était ce que j'avais prévu. Mais par la suite, j'ai viré vers la gauche pour aller chercher un autre saut, mais j'étais franchement trop vite. J'ai voulu ajuster ma vitesse dans la partie supérieure, mais le saut était trop gros et je me suis mis à voler, encore voler. Il y avait des rochers juste en dessous que je suis venu percuter. Ça a l'air vraiment chaud à la télévision et j'ai vraiment pas envie de le revoir. J'ai eu de la chance de ne pas me blesser, à part une petite coupure à la main. Tout l'équipement de sécurité du monde ne peut pas protéger d'une mauvaise décision et les sportifs doivent être en mesure de bien lire la face grâce à une reconnaissance visuelle depuis le bas et d'évaluer ainsi les risques avant de dropper dans la face. L'appareil photo et les jumelles sont des outils indispensables pour étudier les caractéristiques naturelles et les mémoriser. C'est l'une des tâches les plus délicates dans les compétitions de freeride Big Mountain et c'est ce qui rend la sélection de lignes si importante, d'autant plus que les riders repoussent leurs limites dans un environnement qui ne pardonne pas. La matinée de la compétition démarre très tôt afin de pouvoir tirer le maximum de la fenêtre météo passant par la région. Alors que les nuages remplissent le fond de vallée, les coureurs se préparent au sommet des pentes de l'hôtel où se déroule la compétition. C'est une étape classique des compétitions de freeride avec un grand choix de barres rocheuses et une succession de gros sauts et ça a l'air en très bonne condition aujourd'hui. Les juges sont prêts et le premier snowboarder à s'élancer aujourd'hui sera le français Aurélien Routens. Ce rider a conquis sa place sur le circuit grâce au tour qualificatif. Cette première saison a été difficile pour lui et il va essayer de s'améliorer par rapport à ses résultats 2011. La neige a l'air en réalité bien plus lourde qu'elle ne paraît et Aurélien doit se battre pour conserver sa fluidité. Aurélien Routens a bien engagé sur ce run, mais il hésite avant de se lancer sur sa double barre finale. Solide et consistant, ce run montre qu'il est de retour dans la partie pour cette saison. Ouais, je suis vraiment content, c'est un joli run. Enfin, surtout moi ce qui me fait plaisir c'est d'avoir réussi tout ce que j'avais prévu de faire. C'est quand même vraiment le plus dur aujourd'hui en compétition, quoi. Vraiment quand on repère une phase en face et qu'on arrive à passer exactement là où on avait prévu, c'est parfait quand même.
Avec ce premier run dans le sac, on se tourne de nouveau vers le sommet pour le départ de l'Autrichien Flo Orlet. En 2011, Flo Orlet s'est présenté lors de la finale de Verbier avec le dossard du meilleur rider, nécessitant simplement une course propre pour décrocher le titre. Pourtant, il a mal calculé son dernier saut et a vu ses chances d'être champion du monde disparaître. Dévasté, Flo Orlet a vu un titre qu'il touchait du doigt s'envoler après une saison de dur labeur et de ride au top niveau. L'espoir pour Flo Orlet de devenir champion du monde a été anéanti sur ce rocher. Le choc est encore frais, ça va me prendre des années. Un simple rocher sur lequel j'ai replaqué à Verbier et qui m'a empêché d'endosser le titre de champion du monde. Mais c'est juste du snowboard. Un championnat du monde, hein. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie et j'essaye de rester relax. 3, 2, 1... Ainsi, après un mauvais résultat sur la première étape du circuit à Revelstock, Flo Orlet a la pression aujourd'hui. On va voir s'il peut surmonter son blocage et ce qu'il va nous fournir ici à Chamonix. Orlet gère quelques sauts bien techniques, mais malheureusement, il ne ride pas à 100% de ses capacités. C'est une opportunité qui s'ouvre pour Ralph Backstrom. Ce jeune rider américain a bien secoué l'Europe jusqu'à présent avec une bonne place à Revelstock et c'est aujourd'hui le leader du classement snowboard. Ralph Backstrom attaque cette face avec son ride fluide et audacieux, comme il sait si bien le faire. Il a ici affaire à une des plus grosses faces européennes et à un système de notation différent de ce dont il a l'habitude, mais cela ne semble pas le perturber. Backstrom replaque tout juste son premier saut d'une double barre, mais d'avoir un peu laissé traîner les fesses sur son deuxième atterrissage risque de lui coûter des points. À ce niveau, les juges sont très sévères et une petite erreur de ce genre peut faire la différence sur le score final. Air up top into that little couloir and got a lot of slough moving. Mon run était vraiment pas loin de ce que j'avais prévu. J'ai sorti un air là-haut dans ce petit couloir et beaucoup de slough s'est mis en mouvement. C'était beaucoup plus étroit que ce que je pensais et beaucoup plus raide que ce à quoi je m'attendais. Je suis passé par la ligne que je souhaitais rider, j'ai à peine pu entrevoir la section rocheuse sans pour autant y rentrer de plein de pied. Un peu les fesses qui traînent dans cette réception, mais vous savez, je suis heureux d'être ici. Well, happy to be here.